Bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui, j'aimerais dire quelques propos sur la question de l'État. Pour finir, j'avais fait une première émission sur les fonctionnaires. J'avais fait une deuxième où j'avais lu un extrait de mon bouquin sur l'éducation nationale. Et j'aimerais aujourd'hui dire quelques mots de l'espace public en France, de la façon dont il est considéré de nos jours. Alors ça regroupe c'est un petit peu une synthèse de différentes émissions que j'ai pu faire par le passé. Alors pour comprendre la question de l'espace public en France, il faut se référer à ce qu'on appelle le libéralisme. Le libéralisme non pas comme doctrine économique, mais comme modus vivendi. Modus vivendi, un mode de vie des sociétés occidentales modernes. Et en quoi consiste-t-il ? En une appréhension très singulière de l'espace public qui consiste en un cloisonnement systématique. C'est-à-dire que vous avez un cloisonnement entre l'État et les églises, tout ce qui est culte, interdiction sur la sphère publique de prétendre à des valeurs ou des principes communs, et un cloisonnement au niveau politique également entre l'État et la société civile, c'est-à-dire, de par notre principe représentatif, un cloisonnement entre nos représentants et nous autres représentés, c'est-à-dire entre des professionnels de la politique et les producteurs-consommateurs que nous sommes, qui vaquent à leurs occupations et qui, à échéance régulière, votent pour changer ses représentants. Voilà comment se conçoit une société libérale aujourd'hui. Donc vous voyez que peu ou prou, tous les partis sont des partis libéraux. Tous les partis, d'un point de vue philosophie politique, tous les partis qui assument ce schéma social sont des partis libéraux. Face à cela, il y a la vision antique des choses de concevoir la vie qui s'appuie sur une conception différente de la liberté. Toutes et tous, nous sommes très heureux d'avoir une vie privée, c'est-à-dire de pouvoir nous reclure quand on le souhaite, dans la vie privée, dans le foyer, pour pouvoir vaquer à nos occupations personnelles. C'est une très bonne chose. Mais à côté de ça, nous n'avons pas de vie publique. La liberté ne se conçoit que de manière privée. Elle ne se conçoit pas de manière publique. Or, dans le monde ancien, dans le monde grec notamment, la liberté se concevait avant tout de manière publique, c'est-à-dire être libre, c'était se saisir de sa liberté politique. C'était investir, au contraire, investir l'espace public, ne pas faire de cet espace un no man's land, mais vraiment en faire une agora. Investir l'espace public par notamment la rotation des charges, par tout un ensemble d'institutions dites à l'époque démocratiques, et qui permettait aux gens, à tour d'occuper certaines positions, certaines magistratures pour le bien de la communauté. C'était perçu, on a du mal à le concevoir à notre époque, c'était pas forcément perçu de telle manière par tout le monde, mais en général, c'était perçu comme un honneur. C'est dans ce cadre-là que s'exercer la liberté au sens grec du terme. Comme je viens de le dire, notre espace public n'est pas conçu de cette manière. L'État est strictement neutre et strictement professionnalisé. Les fonctionnaires dont je parlais l'autre fois sont des professionnels, des gens qui ont voué leur vie, qui ne font que ça, qui sont rémunérés pour servir l'État et par le biais de l'État pour servir les citoyens. Voilà, bon, ça c'est notre vision à nous. La vision grecque des choses poussait tellement loin l'engagement civique que il faut savoir que certaines charges, les premiers fonctionnaires, puisque les Grecs étaient les premiers à se poser la question du service public en quelque sorte, les premiers fonctionnaires dans la Grèce antique étaient, pour bon nombre d'entre eux, des esclaves. C'est-à-dire que nous, on conçoit le service public comme un droit,
comme la promotion de toujours plus de droits pour les individus. Les Grecs, qui étaient extrémistes opposés, concevaient tellement ça comme un devoir qu'ils mettaient à certaines places, par exemple préfet de police ou président ou gestionnaire de nos finances, ils mettaient à ces places clés, ces places qui demandaient des responsabilités, mais également un savoir particulier, ils mettaient des esclaves. Voilà, qui vous aidera, je pense, à bien comprendre le distinguo entre leur façon à eux de voir l'espace public et notre façon à nous de le voir. Eux avaient à certains postes clés des esclaves. Nous sommes, je ne veux pas dire que nous sommes esclaves de notre classe politique, mais enfin, parfois on se demande. Donc voilà, il y a véritablement un renversement de perspective qui s'est joué au fil des siècles, du fait que on a considéré, avant de considérer la pérennité de la communauté, on considère le confort des individus. Et donc, il y a, comme je le disais, dans la société libérale, un cloisonnement entre tout ce qui peut être, tout ce qui est privé d'un côté et tout ce qui est instrumentalisation du privé de l'autre. Il y a comme un no man's land dans lequel les valeurs, les principes n'ont pas leur place et sont rejetés dans la sphère privée. L'État est axiologiquement, c'est-à-dire du point de vue des valeurs, il est axiologiquement neutre. Et la société civile n'a pas vocation à s'engager véritablement en politique. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on nous fait croire que la démocratie consiste à intervalles réguliers à venir déposer un bulletin dans une urne, comme nous allons le faire, comme vous allez le faire dans 2 mois, un peu plus, 3 mois, et pour élire des représentants, tantôt à gauche, tantôt à droite, avec cette alternance plus ou moins factice. La démocratie, au sens littéral du terme, étymologiquement, ça n'est pas ça. La démocratie, c'est au contraire un engagement des citoyens dans l'espace public. Et cet engagement, à notre époque, n'est plus permis. Il y a de la part d'une certaine fraction de la population une frustration de ne pas pouvoir s'investir davantage en politique. Et d'être tout le temps renvoyé au fait qu'on agisse en voulant cela contre ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie et on fasse le jeu de ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui les populismes. Et je pense, et nous sommes nombreux à le penser, qu'il est grand temps aujourd'hui que les Français changent leur vision des choses, changent leur vision libérale de la société, la vision qu'ils ont de l'État comme pourvoyeur de droits et caisse enregistreuse, changent leur vision de l'espace public, de l'engagement, de la liberté, qui ne serait plus une liberté de loisir, mais une liberté proprement politique. Tout ça, il va falloir que ça change dans les années à venir. Il va falloir qu'on réinvestisse l'agora et qu'on chasse tous les marchands. Les marchands sont nombreux, les hommes politiques sont des marchands. Mais les médias sont des marchands également. Tous les gens qui attendent de notre part des parts de marché, des sondages, des suffrages, tous ces gens-là qui font, disons-le, qui font le tapin en permanence, sont des marchands. Il va falloir réinvestir l'agora et c'est ce qui commence à être fait petit à petit par le biais d'Internet. Et on voit à notre époque que les médias sont en déroute. Ils n'arrivent plus à œuvrer dans le sens de l'ingénierie sociale. Alors là, en ce moment, ils sont en train de nous préparer depuis quelques mois leur candidat phare, le candidat Macron,
qui est en quelque sorte le candidat de la dernière chance avant que ce régime ne s'effondre. Un candidat qui est pour lutter contre le populisme, et ben, c'est un candidat qui est matiné de populisme. C'est un anticorps pour préserver le système. Hein, on pourrait dire que c'est un peu de l'homéopathie, soigner le mal par le mal, c'est-à-dire, enfin, du moins l'idée qu'on se fait du mal, à savoir le populisme, par un semblant de populisme qui est le candidat Macron. Et on est en train de nous préparer, dans les mois qui viennent, un duel Le Pen-Macron, et tout le monde de voter Macron pour faire reculer la peste brune, le pas de loi, les concentrations. On va nous refaire le coup de 2002 et ça va peut-être marcher, encore un coup. Tout le monde va marcher à fond et la main sur le cœur et vous savez tous comment ça va se passer. Hein. C'est comme ça que le système va réagir à ce qui est en train de se passer et dans cette perspective, les médias ont un rôle à jouer dans la mesure où on commence à voir apparaître des sites sur lesquels sont invités à se rendre les gens un peu paumés dans leur tête, qui sont de plus en plus nombreux, pour vérifier si tel site est fiable. Alors bien sûr, Le Monde, Libé, Le Figaro, ça c'est fiable. On vous dit, ça c'est de la bonne information. Quand il s'agit d'aller voir un peu ailleurs, ce qui se fait de l'information alternative, on vous dit non, on va bien mettre en évidence les liens que tel site peut entretenir avec tel penseur sulfureux, etc., pour bien vous dégoûter de la chose et pour faire en sorte que vous restiez dans la boutique, que vous restiez leur client, bien sûr. Bon, ça, de plus en plus de gens le comprennent. Alors, quel est le rapport? J'ai l'air de digresser un petit peu. Quel est le rapport avec mon propos liminaire? C'est tout simplement de dire qu'il va falloir réinvestir l'espace public. Et en l'occurrence, ça consiste en quoi? Ça consiste à réinvestir les médias. Je voyais tout à l'heure le retour que les journalistes faisaient sur l'intervention de Fillon. Et c'était incroyable parce que vous aviez des journalistes qui demandaient à d'autres journalistes si ce qu'avait dit Fillon était vrai, et ce journaliste disait oui, Fillon est à peu près dans le vrai parce qu'il se rapproche de ce qu'a annoncé le Canard enchaîné, c'est-à-dire un troisième journaliste. C'est-à-dire que les journalistes quadrillent, en fait, balisent la vérité, et ils se renvoient la balle. Et pour démontrer que telle ou telle personne, influente ou non, est dans le vrai, eh ben on est jugé uniquement par les médias. Ils font dans ce pays la pluie et le beau temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont totalement investi l'espace public. Et eux, ils sont bien placés. Entre l'État et la société civile, ils ont réussi, eux, à se placer entre les deux. L'espace qui était normalement investi par des citoyens dans la vision antique des choses, les médias l'ont investi. Ils partiront pas si on leur demande. Hein. Il va falloir prendre d'assaut l'agora. Voilà en gros ce que je voulais dire, mon propos sur l'espace public. C'est un petit peu plus brouillon que d'habitude, mais j'ai choisi de parler un peu plus librement, sans plan établi. C'est un peu plus spontané également. Et je vous remercie de votre écoute. Je pense faire encore 3 ou 4 Politeia d'ici l'élection présidentielle. Je pense que j'en ferai une sur une qui me tient à cœur, sur les lois et l'amitié. Vous verrez dans quelle mesure je lis les lois à l'amitié. J'essaierai peut-être, c'est pas sûr, d'en faire une sur le revenu de base. C'est pas sûr. J'en ferai une sur des débats interdits, l'avortement et la peine de mort. Ça, j'y tenais beaucoup également. Et puis, j'en ferai une aussi sur le résultat de l'élection présidentielle. Voilà, pour finir en beauté. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à partager massivement et à très bientôt.